il me revient le plaisir d'introduire cette soirée. Donc je suis ravie d'être ici à l'IEA et je remercie tout d'abord l'IEA de nous accueillir. Je remercie Anne Le Goff qui est cette année résidente de l'IEA et avec laquelle nous avons envisagé d'organiser cette soirée autour du travail de Noémie Merleau-Ponty. Donc Noémie Merleau-Ponty, qui est de droite, est une anthropologue chargée de recherche au CNRS et qui travaille sur l'anthropologie de la reproduction depuis de nombreuses années, puisqu'elle avait soutenu sa thèse en 2015 sur une anthropologie comparée de la reproduction dans 2 laboratoires en France et en Inde. Donc Noémie a poursuivi sa carrière tout à fait brillante, en passant ensuite à Boston et ensuite à Reprosoc, le labo de Sarah Franklin, qui était une des pionnières en matière de travail en sciences humaines et sociales sur la reproduction. Et depuis quelques années, elle travaille sur la gamétogénèse in vitro, et ce qui lui permet de réfléchir donc à la question de comment on fait de la norme bioéthique. Donc pour la discuter, nous aurons à mes côtés donc Anne Le Goff, qui elle-même est philosophe, qui après avoir été à UCLA pendant quelques années, plus combien, en tant qu'assistant professeur, vient de rejoindre Paris Sud Biotech. Voilà. Et donc Anne travaille également sur la gamétogénèse in vitro, et donc Noémie essaye de réfléchir ensemble. Et donc, on a eu envie de faire cette soirée autour de la question des normes, enfin comment on fait, comment on fabrique de la norme bioéthique face à ces nouvelles technologies de reproduction. Alors pourquoi moi j'ai été invitée en quelque sorte. Il se trouve que depuis de nombreuses années maintenant, en fait depuis 2010, je travaille sur l'assistance médicale à la procréation, ou PMA, on choisira l'un ou l'autre des termes, et à partir d'enquêtes de terrain que je mène dans des hôpitaux, dans des centres de procréation médicalement assistée, et où j'observe des consultations et je réalise ensuite des entretiens. Donc un premier terrain a été mené dans un centre de PMA parisien en 2010-2011, au moment des débats autour de la révision des lois de bioéthique de 2011, dont l'enjeu était principalement la levée de l'anonymat, qui ne s'est pas faite. À cette époque, la PMA n'était ouverte qu'aux couples hétérosexuels. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir à partir de comment on fabriquait de l'éthique, de la morale, à partir du recours à ces technologies dont on sait bien qu'elles peuvent être critiquées, discutées, et qu'elles mettent précisément en question certaines valeurs morales et éthiques. Et donc l'un des résultats principaux de ce travail, c'est de montrer que les gens en fait constituent, élaborent ce que j'appelle une morale de situation, c'est-à-dire que à mesure qu'ils évoluent dans leur parcours, ils adaptent. Alors ils bricolent, vous pourrez me dire, si on parle aussi, je voudrais parler comme une anthropologue, mais en tous les cas, ces parcours ne se font pas sans réfléchir précisément à la question de l'éthique et des valeurs qu'on souhaite mettre dans ce parcours. Donc, par la suite, j'ai travaillé également sur le don d'embryons, qui est une technique un petit peu particulière, c'est-à-dire que quand vous faites une fécondation in vitro, vous avez le choix entre garder vos embryons pour un futur projet parental, les donner à la recherche ou bien les donner à d'autres couples. C'est donc ce qui s'appelle le don d'embryons. Et j'ai eu la possibilité, dans un hôpital du nord de la France, d'assister à toutes les consultations de donneurs et de receveurs pendant un an. Donc de la même façon, là j'ai travaillé à la fois sur la représentation de cet embryon, en demandant notamment aux gens de me dessiner des embryons, et également dans ce contexte, qui est encore une étape supplémentaire, si on regarde les technologies de la reproduction, qui vont de choses très simples,
les biotechnologies de la reproduction, ça va de l'insémination simple, hein, c'est-à-dire que tout va bien, et, enfin, ou pas, mais on vous insémine le sperme d'un donneur pour ce qu'il s'agit, quand il s'agit d'une femme, à des choses plus compliquées comme la fécondation in vitro, donc où vous fécondez un embryon à l'extérieur du corps de la mère pour ensuite le transférer et voir s'il s'implante. Dans les techniques de fécondation in vitro, vous avez également la fécondation in vitro ICSI, c'est-à-dire que vous choisissez, vous sélectionnez un spermatozoïde voilà, que vous allez mettre en fécondation avec des ovocytes. Voilà, donc on voit bien comment la science, en tous les cas, progresse, les techniques de reproduction progressent, jusqu'à imaginer aujourd'hui, et c'est ce dont va nous parler Noémie, la gamétogénèse in vitro. Voilà. Et donc pour ce qui me concerne, et je terminerai là-dessus, donc là moi j'ai débuté un nouveau terrain, toujours dans le même centre dans lequel j'avais été, et parce que maintenant, depuis 21, la PMA en France, elle est ouverte aux femmes seules et aux couples de femmes. Donc j'ai eu envie de revenir voir ce que ça changeait ou pas en matière de représentation aussi, enfin, si les normes évoluent, si les règles, qu'on se fixe, l'accueil également qui est fait à ces nouvelles personnes qui ont accès à la PMA par l'équipe médicale, avec une donnée tout à fait importante qui est celle de la levée de l'anonymat des dons de gamètes, puisque maintenant les donneurs ne sont plus anonymes. Voilà, donc ce qu'on peut dire, ce que je peux dire en tout cas sur cette évolution des représentations, c'est que donc à ce jour, je n'ai pas encore fait l'analyse, bien évidemment, puisque je suis en train de faire des entretiens encore. Mais ce qui est tout à fait intéressant dans les entretiens que je réalise, c'est qu'alors qu'il y a 12 ans, les personnes me disaient étaient plutôt en faveur de la préservation de cet anonymat, en disant c'est un don et je ne veux pas savoir qui c'est. Aujourd'hui, maintenant que l'anonymat est levé, même si certaines me disent j'aurais préféré que ça soit anonyme, en tous les cas, en envisageant l'enfant potentiel à venir de cette démarche d'aide à la procréation, toutes et tous me disent mais en fait c'est bien que l'anonymat soit levé. Donc voilà, donc moi c'est aussi ce genre, enfin voilà, cette évolution. Donc là aussi on est dans de la morale de situation, c'est-à-dire que aujourd'hui l'anonymat il est levé, donc les gens qui demandent à accéder à la PMA, ils ont cette donnée-là. Et on voit aussi comment ils composent dans leur façon de se représenter la famille, l'accès à ces techniques, la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis de leur enfant futur ou pas, enfin potentiel. Voilà, donc du même coup, je trouve que c'est intéressant de réfléchir à la façon, donc, avec ces techniques qu'est la gamétogénèse in vitro, on peut continuer, poursuivre cette réflexion sur la bioéthique, ce que Noémie, je ne vais pas spoiler, je laisse la parole à Noémie pour son exposé. Et je te remercie sincèrement. Et Anne, je te remercie. Merci. Bonjour tout le monde, ou rebonjour. Merci tout d'abord à Anne Le Goff pour cette invitation ici dans cette magnifique salle de l'Institut d'études avancées de Paris. Un immense merci également à Séverine Mathieu, avec qui je travaille depuis des années, que je considère comme ma mentor. Voilà, c'est dit et c'est enregistré. Je souhaite également remercier pour l'organisation de cette soirée Clara Gourdin, Héloïse Legeur, Sandrine Morvan, Elisa Elisette et bien évidemment l'Institut d'études avancées. Sur cette photo, vous voyez une technicienne de laboratoire assise devant une loupe grossissante sur laquelle une boîte de pétri qui contient plusieurs embryons sont situés et scrutés. Vous pouvez d'ailleurs voir un des embryons sur l'écran de télévision qui est situé dans le laboratoire. Alors, est-ce que ça marche? Pas tellement, hein. Bon, au centre de la photo, vous avez la photo de cet embryon de 2 jours qui a 4 cellules. Et à gauche de la photo, vous avez une embryologiste qui a la main posée sur une feuille qui permet d'inscrire des critères morphologiques qui sont évalués par ces 2 personnes
concernant l'embryon afin de pouvoir les sélectionner. En effet, lors d'une fécondation in vitro, il y a souvent plusieurs embryons et afin d'augmenter les chances de réussite, le laboratoire va sélectionner le ou les embryons ayant le meilleur potentiel de développement et ce sur des critères physiques. La sélection embryonnaire est une des technologies qui fait parler ou a à voir avec la bioéthique parce que, comme on le verra plus tard, elle est associée à une pratique scientifique très précise, mais aussi pleine de pouvoir, hein, puisque là on parle des tout débuts de la vie humaine et de potentiellement, dans un futur plus ou moins proche, la naissance d'un être humain. Et la bioéthique, qu'est-ce que c'est? Si on part au niveau sémantique, c'est la conjugaison, et c'est ce que nous apprend le ministère de la Santé. Donc ces définitions sont disponibles sur le site internet du ministère de la Santé. La conjugaison de deux notions issues du grec ancien, la vie et la morale ou les mœurs. Donc il s'agit des mœurs ou de la morale qui concernent la manière dont des êtres humains vont concevoir, manipuler, orienter leurs pratiques vis-à-vis du vivant. En l'occurrence, la bioéthique telle qu'elle a été conçue dans le monde occidental s'est structurée autour de 4 grands principes: le respect et de l'autonomie de la personne, de la bienfaisance, de la non-malfaisance et de la justice. Ces 4 grands principes peuvent être déployés de diverses manières selon les technologies ou les pratiques auxquelles on s'intéresse. Concrètement, comment ça se fait, la bioéthique? Eh bien, à travers des comités, tout d'abord, avec un certain nombre de personnes qui vont représenter des disciplines ou des obédiences religieuses et qui vont décider que telle pratique est morale pour telle ou telle raison, qu'on peut l'utiliser ainsi ou autrement. Concernant par exemple la sélection des embryons, un des critères éthiques majeurs qu'on va avoir, c'est quand il s'agit pas seulement de regarder la morphologie, mais aussi de regarder les gènes qui sont dans ces embryons. Quel type de gènes on va pouvoir aller regarder pour éventuellement écarter certains embryons qui seraient porteurs de mutations. Donc, par exemple, en France, on peut aller regarder un gène qui va provoquer une maladie invalidante ou létale, mais on ne peut pas aller regarder un gène qui va produire un phénotype ou une caractéristique physique. On ne peut pas sélectionner un embryon sur le principe de la couleur des yeux ou de la couleur des cheveux. Voilà, ça c'est un exemple précis de bioéthique à la française. Et ces comités vont produire des normes qui vont permettre de justifier une législation. Donc, par exemple, on ne peut pas sélectionner un embryon avec telle couleur des yeux ou telle couleur des cheveux. Et les règles de déploiement des technologies liées à l'embryon, la procréation et la recherche. Au fondement de cette bioéthique à l'européenne, 2 grandes notions sont absolument centrales, dont l'une est aussi une pratique et une discipline, à savoir la science et l'humanité. Pourquoi est-ce que ces 2 grandes notions sont absolument centrales pour comprendre le fondement de la bioéthique européenne? Eh bien, pour ceci, il faut revenir un petit peu en arrière à l'une des heures sombres de l'Europe, à savoir celle du nazisme. Et vous avez ici la photographie d'une femme qui était utilisée dans une clinique de dermatologie à Strasbourg, à côté de 129 autres patientes, donc 130 au total, en 1944, et qui a sur son dos, les petites taches noires que vous pouvez distinguer, sont des punaises. Et ces patientes étaient utilisées afin de regarder comment la peau, le derme, va réagir aux morsures de punaises, et ce pour envisager peut-être des traitements pour les soldats qui, dans les tranchées, vivent avec des punaises de lit. Ces expérimentations nazies sur les êtres humains n'ont pas uniquement consisté à étudier l'impact des punaises sur la peau. Il y a eu aussi de nombreuses expérimentations
concernant par exemple la réaction au froid, et beaucoup d'autres. Et c'est une histoire absolument traumatique de l'Union européenne. Et à la suite de cela, le fondement de la bioéthique après la Seconde Guerre mondiale provient également des procès de Nuremberg, avec l'émergence de la notion de la dignité de la personne humaine. Donc la science, les expérimentations et l'humanité au centre de la bioéthique à l'européenne. Ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous montrer comment l'usage de l'anthropologie, par ses méthodes, mais aussi par ses clés de lecture analytique, avec ses grandes traditions de pensée, permettent d'aborder la bioéthique d'une autre manière, pas à partir de grands principes qui vont être créés par des comités avec des personnes qui représentent certaines disciplines ou certaines religions, mais à partir du quotidien. Comment est-ce que des personnes aujourd'hui qui pratiquent la science en lien avec l'humanité, en lien avec la reproduction, vivent cette bioéthique et la pratiquent, et aussi quelles normes émergent qu'on ne voit pas nécessairement ni dans la législation, ni dans les régulations, ni dans les débats du grand public. Et ce que je voudrais proposer, à côté donc des 4 principes que je vous ai présentés tout à l'heure, c'est peut-être d'envisager un autre principe qui serait celui de l'attention. Donc, allons-y. Aujourd'hui, moi, je pose 2 questions dans mon travail. Quel est le statut de la science pour l'humanisation de l'embryon dans différentes cultures à partir des études de laboratoire? Et qu'est-ce que ces embryons nous apprennent de la parenté? Pour pouvoir répondre à ces questions, je travaille donc in situ avec les biologistes, et ce pendant un temps très long pour pouvoir vraiment comprendre quelles sont leurs pratiques au jour le jour. Et ce travail, par exemple, m'a permis de discuter avec une grande notion de la bioéthique à la française, qui est celle de la personne humaine potentielle, que vous retrouvez dans les rapports du Comité consultatif national d'éthique, qui ont été centraux pour penser la législation des lois de bioéthique de 1994 et qui ont été amendées. Séverine en parlait tout à l'heure. Et qui pense l'embryon à partir de la notion d'individu. Donc cet embryon, cette entité qui effectivement, comme vous avez pu le voir, flotte sur l'écran d'ordinateur, qui doit être protégé de la science et de son objectification, de sa réification, de son pouvoir de destruction. Pour ce faire, on va donc la définir comme une personne humaine et ainsi la rattacher à l'idée de la dignité. Cependant, nous sommes aussi dans un pays où l'avortement est un droit fondamental, donc introduction de la notion de potentialité, c'est-à-dire que la personne humaine est présente, mais simplement comme un potentiel. Donc du point de vue de l'anthropologie de la parenté, ce qui est important, c'est qu'on voit le rattachement de l'embryon à la figure de l'individu, avec, dans le cadre français, cette attention à la fois le protéger sans en faire une personne complète. Et donc là, vous avez par exemple un exemple de comment est-ce qu'un grand principe qui est issu de l'histoire européenne va être celui de la dignité de la personne humaine et d'une grande méfiance vis-à-vis de la science, va être ancré dans une situation là qui est nationale. Et donc, bien évidemment, je convoque ici le travail de Séverine avec cette idée de morale de situation, qui là est anthropologisée. C'est là aussi qu'il y a la discussion entre la sociologie et l'anthropologie, puisque je fais émerger l'idée de la culture, du contexte français. Mais bien évidemment, j'introduis également la morale de situation au sens où Séverine la déploie dans ses travaux, à savoir le quotidien. Que se passe-t-il au quotidien? Et donc, quand on passe du temps dans le laboratoire, que voit-on concernant les biologistes et la manière dont ces personnes entrent en lien avec ces embryons qu'elles vont manipuler et sélectionner au quotidien. Donc je leur ai demandé, moi ayant lu sur la question de la personne humaine potentielle, de l'individu, de l'individuation, de l'humanisation, quand j'ai fait mon terrain, je leur ai dit, et pour vous c'est quoi un embryon?
Eh bien, voici ce que me répond Olivia, qui est une des biologistes du laboratoire, et où vous voyez que c'est un peu plus compliqué qu'une personne humaine potentielle. Elle commence d'abord par dire c'est difficile. Je dirais, donc vous voyez, on a de l'hésitation, du conditionnel, que c'est le fruit d'un travail commun, clinico-biologique, et que c'est aussi le fruit d'un couple. Donc là, on va positionner deux communautés, celle du travail et de la biologie, et celle de la parenté avec le couple. C'est un potentiel de vie. J'ai pas l'image du bébé qui va découler de tous les embryons qu'on a dans les incubateurs, heureusement. Là, on voit la réémergence de l'idée de la personne humaine potentielle, quand même. Hein. Donc, ça permet de continuer sur la suite. Ce potentiel de vie, qui pourrait être un enfant, mais qui ne pourrait être autre chose, c'est le potentiel d'un embryon qui s'implante. Et donc, elle ne parle même pas de bébé, hein, là. Hein, son champ d'action s'arrête au niveau de l'implantation et de la grossesse. Mais ça peut être le potentiel de vie d'un enfant qui va être sauvé quand tu auras développé des cellules souches et que tu auras amélioré la prise en charge de telle ou telle maladie. Et là, elle fait référence ici au don d'embryon, non pas à un autre couple, mais à la recherche fondamentale, c'est-à-dire quand cet embryon sort complètement de la parenté et de la reproduction pour être utilisé puis détruit à des paillasses de recherche fondamentale pour faire avancer la science, les connaissances scientifiques sur l'embryogenèse et peut-être aussi des maladies létales du développement. Donc ça, c'est un exemple hein, de comment est-ce que les définitions peuvent se multiplier quand on rentre dans le cœur du laboratoire. Par ailleurs, je voudrais juste là vous passer un tout petit moment sur la manière dont la science va être qualifiée, valorisée, comprise par les biologistes elles-mêmes dans le cadre de leur travail de sélection. Et là, je vais réintroduire la notion de culture. Vous allez avoir d'abord un exemple français, ensuite un exemple indien. Voici ce que dit, cette fois c'est Morgane, que vous voyez d'ailleurs en photo, à propos d'une conversation. Donc là j'étais avec elle alors qu'elle était au téléphone avec une patiente qui devait avoir un transfert d'embryon peu de temps après, et où elle lui expliquait pourquoi est-ce qu'elle avait sélectionné tel embryon, pourquoi est-ce qu'il valait mieux venir à cette date-là. Elle lui dit « Ils ont une morphologie variée hétérogène, 2 embryons sortent du lot, dont un plus que les autres. Certains ont des cellules fragmentées. On avait déjà dû vous le dire lors de tentatives précédentes. En termes de qualité, même si je n'aime pas ce mot, c'est hétérogène. Je ne vois pas l'intérêt de la culture prolongée. Oui, s'il y a 5 embryons d'égale qualité, mais là, ils seront peut-être mieux dans votre utérus qu'in vitro. Donc la culture prolongée, c'est quand on garde les embryons non pas 3 jours, mais 5 pour continuer la sélection. Or là, cette patiente a moins de 5 embryons et donc il vaut mieux aller les mettre dans l'utérus parce que parfois la culture prolongée au laboratoire peut provoquer de la dégénérescence. Ce sur quoi je voudrais pointer votre attention, c'est en termes de qualité, même si je n'aime pas ce mot, c'est hétérogène. La qualité ici fait référence à la biologie, la qualité développementale de l'embryon, la qualité physique hein, de la morphogenèse, le nombre de cellules, leur taille, le taux de fragmentation, et qui est donc le cœur de chauffe de son travail. Et c'est grâce à la mobilisation de ces connaissances-là que peut-être un embryon va pouvoir être sélectionné, va pouvoir s'implanter. C'est absolument central ce qui se passe à ce moment-là. Mais elle dit qu'elle n'aime pas ce mot. Pourtant, c'est son travail. Pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas ce mot? Eh bien, lorsque j'ai fait mon enquête dans ce laboratoire et au sein de la clinique, on m'a dit ce n'est pas bien de parler de science à propos des embryons à la patientèle, parce que ça pourrait déshumaniser leurs embryons. Et là, de nouveau, on a toute l'histoire de la bioéthique à la française qui est convoquée juste dans cette petite phrase, en termes de qualité, même si je n'aime pas ce mot. Alors, il s'avère que cette clinique est un peu particulière, parce que c'est une des cliniques historiques de France, où il y a donc des représentants de la bioéthique à la française qui ont eu un impact assez important sur la législation. Et je sais que la circulation de la parole a donc été assez importante pour corréler cette histoire française avec la réalité des pratiques in situ. Ce serait peut-être pas le cas dans tous les hôpitaux. Il n'en reste pas moins que là, on voit bien en situation un cas directement contextualisé dans le cas français avec cette idée que la science peut être dangereuse.
On part en Inde, même situation, sélection d'un embryon. Et là, c'est la biologiste donc, qui est à droite sur la photo qui parle à une patiente. La qualité embryonnaire n'est pas bonne. Ce ne sont pas des embryons top. Ce sont des embryons de qualité moyenne. C'est dû au cycle, mais ce n'est pas un problème majeur. La grossesse peut arriver et cela ne produira pas un bébé avec des anomalies. Vous voyez le grand écart en termes d'éléments de langage. Donc plutôt que de se dire mais cette personne n'a aucun cœur, quand on fait de l'anthropologie, on se dit se passe peut-être là quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Eh bien, tout d'abord, en arrivant, j'ai fini par comprendre, heureusement, c'est pour ça qu'on fait des thèses. Tout d'abord, il n'y a pas du tout la même histoire dans le rapport à la science et à l'humanisation. Il n'y a pas eu le problème du nazisme en Inde. Et ensuite, par contre, il y a un autre grand problème dans ce marché privé, qui est celui que des hôpitaux, pour augmenter leur taux de réussite, vont aller prendre du sperme de bonne qualité auprès de donneurs ou même de patients, pour l'utiliser pour des couples dont l'homme a un sperme de mauvaise qualité. Comme ça, ils ont des bons résultats, comme ça attire plus de clientèle, mais ce, sans le dire au couple, évidemment. Donc là, on est dans une situation extrêmement problématique. Et c'est ça le grand questionnement d'éthique actuellement en Inde se situe autour de ça. Donc là, vous avez un article d'un des grands journaux nationaux de Hindu qui relate un cas comme ça. Et dans la clinique où j'étais, ça se savait, tout le monde en parle, voilà. Et donc, quand une embryologiste dit à sa patientèle, vous avez un embryon de mauvaise qualité, l'embryologiste lui dit, je ne suis pas en train de vous mentir. La science, ici, est garante de l'éthique, de la transparence et du fait que, non, on ne va pas vous mentir et aller chercher du sperme de bonne qualité pour vous faire croire que nous, on a de bons résultats. Donc là, vous voyez, ce n'est pas du tout le même statut scientifique. Et par ailleurs, si on creuse encore un petit peu, on est dans une culture qui est portée par 80% de personnes qui s'identifient à la religion hindoue. Et il y a un courant en Inde extrêmement puissant qui s'appelle la science védique. Les Védas sont des textes sacrés qui ont été constitués sur plusieurs millénaires, mais voilà, si on veut à peu près situer, c'est autour de centaines d'années avant Jésus-Christ. Et qui sont relus aujourd'hui à partir des connaissances et des technologies scientifiques modernes, et interprétés comme contenant déjà un certain nombre de ce qu'on appelle aujourd'hui des innovations. Donc, par exemple, une des figures importantes de l'hindouisme, c'est l'aigle royal Garuda. Et certains tenants de l'hindouisme et de la science védique vont dire, vous voyez, en fait, on avait déjà inventé les avions. Garuda est un autre nom pour les avions. Narendra Modi, qui donc dirige le pays actuellement, est un grand défenseur de la science védique, par exemple. Je vais vous donner donc un extrait d'un article que vous pouvez trouver en ligne, dans lequel on a à nouveau un exemple de cette science védique directement en lien avec la fécondation in vitro. La naissance du gourou Dronacharya, qui est donc un personnage majeur du Mahabharata, qui est la grande épopée hindoue, dans le Mahabharata, est étonnamment comparable à la technologie moderne des bébés éprouvettes. Selon l'épopée, il est né d'un pot, Drona en sanskrit, où le sperme du sage Bharadvaja a été stocké et cultivé en dehors de l'utérus. Cette méthode de naissance peu commune est similaire à la fécondation in vitro, dans laquelle la conception a lieu en dehors du corps humain. Donc là, si vous voulez, la fécondation in vitro et la science sont totalement légitimées. Et légitimée jusqu'à une inscription extrêmement profonde dans le récit d'origine de la nation hindoue.
Et cela peut permettre de comprendre un article qui a été écrit par un embryologiste extrêmement influent en Inde, le docteur Anand Kumar, qui est une des premières personnes à avoir réalisé des fécondations in vitro en France, et qui écrit une petite tribune dans un journal de biologie à propos de la bioéthique. Et qui se réfère à ce qui se passe donc en Occident. Les inquiétudes éthiques à propos du clonage sont fondées sur la croyance judéo-chrétienne que la vie commence à la conception et qu'il est donc immoral et non éthique de soumettre des embryons à l'expérimentation humaine. Le mot sanskrit pour âme est Atman. Pour l'Atman, il n'y a ni naissance ni mort. L'Atman est non-né, éternel et il perdure dans l'existence et n'est pas tué quand le corps est tué. L'expérimentation sur des embryons humains ne doit ainsi pas être abhorrée par les hindous, car elle ne détruit pas l'âme. Aucun problème avec le fait de sélectionner des embryons, puisque de toute manière, il s'agit d'un tissu mortel. Et l'individu ne se situe pas là, il ne se situera jamais là. Donc, par exemple, l'idée qu'un embryon est une personne humaine potentielle n'a aucun sens en Inde. Si on va voir du côté de la recherche fondamentale, quand l'embryon dont on vient de parler dans le cas de la clinique de fertilité passe dans la recherche fondamentale. Donc là, vous avez une petite image qui vous explique techniquement comment ça se passe, c'est-à-dire que la masse cellulaire interne de l'embryon que vous voyez en dernière partie en haut à droite va être prise et cultivée donc dans les boîtes de pétri pour ensuite réaliser tout un certain nombre d'expérimentations. Donc ça signe bien évidemment l'arrêt du développement de l'embryon et son incapacité à pouvoir s'implanter tel quel dans un utérus. Alors dans ce cas-là, quel est le statut de la science dans l'humanisation de l'embryon ? Encore en anthropologue, et donc j'arrive enfin à la gamétogenèse in vitro. Et il me reste, je pense, 10 minutes. Oui, ok. Ok, parfait. Bon, non, ce sera parfait. En anthropologue, donc, on va revenir tout d'abord dans le contexte culturel national de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines qui ont fait l'objet de mon intérêt en Grande-Bretagne autour de la gamétogenèse in vitro. Et où vous allez voir à nouveau que le statut de la science prend une troisième signification. Donc souvenez-vous, en France, un danger pour l'humanisation de l'embryon. En Inde, aucun problème, la science était déjà là avant même que la modernité ait été inventée. Et l'embryon, de toute manière, n'est pas un potentiel individu, c'est de la matière. Voilà. Et l'individu, qui est aussi lié au grand univers, n'a rien à faire avec le corps. En Grande-Bretagne, on a encore une troisième manière de comprendre le statut de la science et son rapport à l'humanisation. Mais encore, souvenez-vous, dans le grand récit de l'anthropologie de la parenté, là, on est toujours autour de la question de l'embryon comme un individu. Mais là, vous en aurez vu 3 formes différentes. Donc la troisième forme que je vous présente aujourd'hui, celle de la Grande-Bretagne, est absolument passionnante et très compliquée à analyser parce que elle ne décorrèle pas la science, la biologie comme science et la biologie comme phénomène biologique. Ce qui, par exemple, va être le cas en France où la biologie comme phénomène biologique, c'est aussi ce qui va faire l'humanité, et la biologie comme science, c'est ce qui peut mettre en danger. Dans le cas de la Grande-Bretagne, les deux vont ensemble. Donc, accrochez-vous un tout petit peu. Je vais prendre 1 minute pour détricoter un petit peu tout ça. Vous voyez ici la photo de l'annonce du décès de la baronne Mary Warnock, donc c'est assez récent, 2019, qui était une philosophe donc britannique qui a, en collaboration avec Anne McLaren, contribué à la naissance de la bioéthique à la britannique, puisque c'est son rapport, le rapport Warnock, qui a
mis les bases de ce que les Britanniques comprennent comme étant un embryon, comment est-ce que la recherche peut s'en saisir et quelles limites on souhaite donner à cette recherche. Le grand principe de la bioéthique britannique, c'est celui de la règle des 14 jours de développement, parce que à 14 jours de développement embryonnaire, on a l'apparition de la crête neurale, c'est-à-dire d'un point de vue biologique, la potentialité d'une sensation, la potentialité d'une colonne vertébrale et aussi l'arrêt de la potentialité de jumeaux homozygotes. Donc l'émergence de l'idée d'individu. Donc d'un côté l'individu, de l'autre la sensibilité, qui ici sont définies à partir d'un principe biologique. Alors que chez nous, c'est à partir de l'idée de personne. Et en Inde, à partir de l'idée d'Atman, donc de grands principes spirituels. Donc là, c'est la biologie. C'est la biologie qui a été utilisée parce que Mary Warnock, philosophe pragmatique, a convoqué sa relation avec une biologiste Anne McLaren, qui à l'époque travaillait à l'université de Cambridge et qui était une des grandes figures de la biologie du développement, et qui lui a dit voilà, il me faut un point à partir duquel on va pouvoir créer un consensus social. Et Anne McLaren a dessiné des embryons et elle a parlé de ces dessins d'embryons dans le comité qui donnera ensuite le rapport Warnock, dont les discussions vont donner ensuite le rapport Warnock. Et on s'arrête sur l'idée des 14 jours, qui est donc une règle qui se fonde sur le développement de la biologie, mais qui en même temps est une règle calendaire. Parce qu'on sait, par ailleurs dans la biologie, que l'apparition de la crête neurale, ça peut être 13 jours, ça peut être 15 jours, mais on ne dit pas l'apparition de la crête neurale, on dit 14 jours. Mary Warnock, elle dit de manière très intéressante, on a choisi 14 jours parce que c'est l'apparition de la crête neurale, mais aussi parce que c'est une date qu'on peut inscrire dans un calendrier. Et ça veut dire que d'un laboratoire à l'autre, on peut s'assurer que la règle a été respectée. Parce qu'on va pouvoir dire, j'ai commencé mon expérimentation à J1 et je l'arrête à J14. Donc vous avez la convocation d'un phénomène biologique qui est transformé en phénomène social, tout en convoquant la biologie. Donc vous voyez, c'est extrêmement... voilà. Et en convoquant la biologie scientifique de l'université de Cambridge, qui est la discipline de la biologie du développement. Donc la biologie, c'est une discipline qui est inséparable de la biologie comme socle de l'humanisation. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à vous ouvrir un petit peu ce phénomène-là, à savoir qu'il y a une inséparabilité entre la science biologique représentée par Anne McLaren qui va faire des dessins, la biologie de l'embryon à travers l'idée de la crête neurale et de l'apparition de cette crête neurale à 14 jours, et cette transformation en principe social qui est celui d'un chiffre, 14 jours, ni plus ni moins. Voilà, donc quand je suis arrivée en Angleterre, j'avais donc à Cambridge où j'ai fait mon terrain sur la gamétogenèse in vitro, puisque aujourd'hui donc vous avez cette généalogie de grands biologistes qui ont la fécondation in vitro a été inventée pour partie, parce que là, elle a été co-inventée en Inde, mais on l'oublie souvent, mais en tout cas en Europe, elle a été inventée pour la première fois dans les laboratoires de Cambridge. Premier bébé FIV, c'est 1978, l'une en Inde et l'autre en Grande-Bretagne, à Cambridge. Anne McLaren, Cambridge, et là j'ai été dans le laboratoire européen qui est en train d'inventer la gamétogenèse in vitro sur ce territoire, celui de Azim Surani, Cambridge. Azim Surani étant un ancien étudiant de Robert Edwards, qui est le co-inventeur de la FIV en 1978. Voilà. Et donc Anne, elle, a étudié la gamétogenèse in vitro, mais aux États-Unis, dans un autre laboratoire qui est également central dans l'invention de cette technologie. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. Donc là, on est sur la recherche fondamentale. L'embryon est sorti
de la fabrique de la parenté. Il n'en reste pas moins que la parenté est quand même encore un peu là, hein, puisqu'on parle du primitive streak, qu'il faut quand même faire un peu attention à cette humanisation. Et puis aussi parce que la biologie nous raconte aussi un petit peu comment on se représente nous-mêmes, notre conception et le début de notre vie. Donc je pose à nouveau cette question, hein, qu'est-ce que les embryons nous apprennent de la parenté dans le cas de la gamétogenèse in vitro? À mon sens, avec cette technologie, une des conclusions qu'on peut en tirer, c'est en termes d'anthropologie de la parenté, qu'on a un déplacement de la notion d'individu à celle des générations. C'est-à-dire que les cellules d'embryon qui sont utilisées aujourd'hui, à propos desquelles on fait des expérimentations pour essayer de reproduire ou de réinventer la gamétogenèse humaine, repensent le tout début de la vie humaine à partir de la notion de génération. Mais on va peut-être passer une minute, ou deux, ou trois, voilà, sur la gamétogenèse humaine et ce qu'est la gamétogenèse humaine in vitro. Vous avez ici une image qui résume ce cycle de la gamétogenèse avec en haut à gauche en violet une personne adulte. Cette personne va produire des gamètes, que ce soit des ovocytes ou des spermatozoïdes. Ces gamètes peuvent éventuellement se co-fertiliser pour donner lieu à l'avènement d'un embryon. Cet embryon ensuite va se développer in utero éventuellement, et puis à l'accouchement, le bébé va porter ses protogamètes jusqu'à parce que effectivement, j'oublie une étape qui est toujours très importante, c'est qu'une fois que l'embryon émerge, au sein de l'embryon, vous allez avoir les premières cellules qui vont donner les gamètes plus tard, aux 14 ans de la personne qui va être née. Donc, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, on peut le voir, entre 2 et 5 semaines de développement, vous avez déjà en germe toutes les gamètes du futur adulte qui sont là. Donc 2 générations en une, sauf que si on parle de grossesse, vous avez 3 générations en une. La personne enceinte, le fœtus et les gamètes du fœtus. Une fois que l'accouchement a eu lieu, vous n'avez plus que 2 générations en une, à savoir le bébé et ses gamètes, qui ne sont pas encore différenciés, puisque vous avez ce phénomène très particulier dans l'espèce humaine qui s'appelle la dormance cellulaire, à savoir que les gamètes restent tranquilles, sans se différencier, pendant 14 ans, jusqu'à ce que la puberté arrive. Et là, à ce moment-là, ils peuvent devenir fonctionnels et donner éventuellement des ovocytes et des spermatozoïdes qui vont se co-fertiliser pour donner un embryon qui, s'il s'implante dans un utérus, va se développer, ainsi que ses protogamètes, jusqu'à l'accouchement, et les protogamètes vont rentrer en dormance cellulaire, et je pourrais continuer comme ça pendant plusieurs heures pour vous raconter ce cycle de la gamétogenèse, avec cet emboîtement des générations, parce qu'effectivement, au deuxième cycle, vous allez à nouveau, au moment où la personne est enceinte, avoir 3 générations, mais c'est plus les mêmes. Puisque la personne qui est enceinte, dont je vous parle là, c'était l'embryon qui était là avant, et voilà, ses gamètes, voilà. Donc, vous voyez qu'ici, l'embryon continue à avoir une place absolument centrale, mais si l'individu reste, la génération advient par ailleurs comme un phénomène extrêmement important de la biologie du développement actuellement. Et la gamétogenèse in vitro actuellement, mais on essaye de récapituler ça au laboratoire, dans des boîtes de pétri. Et actuellement, la fenêtre d'études et d'invention se situe entre donc les cellules souches embryonnaires humaines jusqu'à ils ont réussi à aller jusqu'à ce qui se passe
au niveau de la 2e semaine de développement dans l'embryon, à savoir l'émergence de cellules progénitrices des cellules germinales. Donc, c'est les cellules qui sont avant les cellules germinales qui peut-être un jour donneront des ovocytes et des spermatozoïdes. C'est le tout premier stade de différenciation dans l'embryon, parce qu'au départ, l'embryon, toutes les cellules sont identiques. Et donc, au tout début, vous commencez à avoir une petite différenciation. Et donc, rendez-vous compte, à 2 semaines de développement, alors que l'embryon n'a ni queue ni tête, littéralement, vous avez déjà les premières cellules de la prochaine génération qui sont en train de se différencier. Donc ça, les cellules progénitrices des cellules germinales, on sait faire en laboratoire. Maintenant, les expérimentations concernent les étapes suivantes jusqu'à à peu près 1 mois de développement, quand les cellules progénitrices des cellules germinales vont se transformer en cellules germinales. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de réussir à faire des ovocytes et des spermatozoïdes, ce qui a fonctionné dans le modèle souris. Et chez la souris, ça a même d'ailleurs permis de faire naître des souriceaux à partir de cellules de gamètes conçus en laboratoire et avec les cellules de leur peau. Donc là, c'est vraiment le domaine d'Anne, mais pour le dire en 2 mots, chez la souris, ça marche. Voilà. Chez l'espèce humaine, il y a beaucoup de choses extrêmement différentes qui rentrent en jeu, donc on ne sait pas si ça va marcher, mais il n'en reste pas moins que des résultats sont observés régulièrement dans ces laboratoires-là pour pousser le développement in vitro de la gamétogenèse. Voilà, maintenant j'aimerais utiliser ce cas de la gamétogenèse in vitro pour vous parler d'une autre manière de penser le rapport entre la science et la bioéthique. Et là, je vais faire un pas de côté qui pourrait être vu comme un grand écart, eu égard à la manière dont on pense la bioéthique aujourd'hui, à savoir en se concentrant vraiment sur les cellules et le rapport entre les sciences, les technologies et les cellules. Je vais penser le rapport entre la bioéthique et la science en définissant la science de manière un peu différente, c'est-à-dire en m'intéressant à la science comme pratique, une pratique réalisée par des scientifiques. Je reprends ici une phrase qui voilà, fait partie des phrases qui circulent énormément dans le milieu de la biologie, qui m'a été dite par Azim Surani, qui dirige le laboratoire où j'ai fait mon enquête sur la gamétogenèse in vitro. Ce qu'on met dans la boîte de pétri, c'est ce qu'on en sort. Et quand il dit ce qu'on met, c'est-à-dire les compétences, le nombre d'heures travaillées, la sueur, toutes les heures passées loin de sa famille, les questionnements, les lectures, la patience, la prudence, les échecs, la répétition, la réflexion scientifique, les larmes, les rires, les résultats et éventuellement peut-être un jour un article publié dans un journal. Donc, ce qu'on met dans la boîte de pétri, c'est beaucoup, 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 beaucoup de sa personne. Et c'est aussi son statut social. C'est aussi l'organisation de ce statut social. Donc, c'est aussi l'université qu'on met dans la boîte de pétri. Pour illustrer ça, j'ai pris une photo que j'ai prise dans un autre laboratoire de recherche en France, où là, vous voyez des boîtes de pétri qui sont pleines de cellules souches embryonnaires humaines. Et j'aime particulièrement cette photo parce que, comme le fond de l'étuve, enfin de l'incubateur est en miroir, on me voit en fait dans cette photographie-là. Et c'est pour illustrer là cette idée que on peut pas penser ces cellules qui sont dans les boîtes de pétri sans penser l'incubateur et aussi sans penser la personne qui en prend soin, qui les pense et qui les manipule. Au moment où j'ai fait mon terrain à Cambridge, en 2019, il y avait d'énormes manifestations qui étaient réalisées aussi bien à Cambridge, mais aussi en fait partout en Grande-Bretagne, concernant la réforme des retraites. Là-bas aussi, hein, c'est un sujet, et la sécurité sociale dans le monde académique, avec une attaque extrêmement importante sur la réforme des retraites et la sécurité sociale. Donc là, c'est une photo que j'ai prise dans les rues de Cambridge,
Cambridge, avec voilà, toutes ces personnes qui manifestent, en sachant qu'aujourd'hui, l'université tourne principalement, la plus grosse masse salariale, ce sont les post-doctorats, les contrats post-doctoraux. Donc, des chercheuses et chercheurs qui viennent de soutenir leur thèse et qui vont avoir des contrats à durée déterminée, qui travaillent d'arrache-pied, qui sont relativement ou même totalement invisibilisés à l'université de Cambridge, parce que par exemple les postdoctorantes n'ont pas accès au fameux college, hein, où on peut avoir les repas, et qui c'est le Harry Potter, hein, si vous avez vu Harry Potter, l'endroit où Dumbledore fait ses grands discours quand il a Harry Potter et ses amis qui prennent un repas. Voilà, c'est ça l'ambiance des collèges à Cambridge. Et puis il faut publier pour pouvoir éventuellement obtenir un poste pérenne qui se font de plus en plus rares. Donc vous avez également par ailleurs des salaires qui ne suivent pas forcément le niveau de vie qu'on aimerait avoir, ne serait-ce que pour faire famille, hein, à Cambridge. Moi j'ai des biologistes qui m'ont dit j'ai fait un enfant, j'en ferai pas deux parce qu'avec mon salaire je vais pas pouvoir payer les crèches, tout simplement. Et j'ai également des collègues qui m'ont dit moi je ne ferai pas d'enfant parce que j'ai pas le temps. Et j'aimerais vous parler de cette photo que j'adore, hein. Donc ma mère est précaire. Cette petite fille était donc en manifestation avec une de mes collègues. J'ai l'autorisation de mettre la photo de cette petite fille, de cette collègue qui donc à l'époque était précaire, et qui m'a dit que quand elle est tombée enceinte, hein, de cette petite fille, on a commencé à ne plus l'inviter dans les réunions stratégiques, par exemple, du laboratoire, parce que c'est ce qu'on lui a fait comprendre. Elle avait d'autres choses à faire visiblement que d'être dans les réunions stratégiques à ce moment-là. Et il se trouve que ce panneau a été écrit par sa propre mère, à elle, donc à la grand-mère de cette petite fille. Et donc là encore, vous voyez l'émergence d'une nouvelle forme de génération, parce que cette jeune femme, ma collègue, travaille sur la reproduction et sur les embryons également. Et le fait d'avoir eu un enfant a mis sa carrière en danger. Aujourd'hui, elle est sortie du monde académique et elle me dit que pour elle, ce qui a mis fin qui a participé à mettre fin à sa trajectoire académique, ça a été sa deuxième grossesse, et que c'est lors de sa deuxième grossesse que son contrat n'a d'ailleurs pas été renouvelé à l'université de Cambridge. C'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Dans ce monde de précarité et extrêmement difficile. Un des visuels qui a été produit lors de ces manifestations, parce que quand il y a ces manifestations, vous avez pour les personnes qui font grève l'arrêt des cours, mais vous avez des cours à l'extérieur de l'enceinte de l'université, ce qu'on appelle les teach out. Et donc là, il y avait un cours qui était organisé autour du care, donc c'est l'idée de prendre soin d'eux, se soucier d'eux, l'activisme et le monde académique, autour de la parentalité justement dans le monde académique. Et le titre de ce cours, c'est « La révolution commence avec le fait de prendre soin ou le fait de se soucier d'eux ». Et donc vous voyez cette personne non binaire qui porte un enfant dans ses bras. Et donc là, une fois de plus, l'idée de reproduction, de parenté est absolument centrale, mais complètement en décalé. Mais si on pense à la définition de la bioéthique, à savoir notre rapport moral normé à la vie, eh bien, la bioéthique fait tout à fait sens ici également. J'aimerais terminer par un petit retour sur ce que je propose d'appeler la bioéthique de l'attention, qui serait donc un nouveau principe à côté des 4 grands principes qui avaient été présentés au début. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de ce petit voyage pour nourrir cette notion de bioéthique de l'attention ? L'attention ici, c'est d'abord convoquer les méthodes de l'anthropologie, c'est-à-dire aller regarder le contexte, aller regarder les cultures nationales, aller passer du temps avec les gens qui pratiquent tous les jours ces technologies à propos desquelles vous avez des régulations et des grands débats.
et convoquer l'attention à ces grandes notions qui sont mobilisées par ces pratiques. Donc, en l'occurrence, là, je vous ai parlé de la parenté, de la science, de l'humanisation. Donc, on voit, en termes d'anthropologie de la parenté, que cette bioéthique de l'attention, elle nous amène à reconceptualiser l'embryon au-delà d'une définition franco-française de personne humaine potentielle, et au-delà de cette idée d'individu, mais comme l'embryon, comme le vecteur du lien entre les générations. Et on a vu également que la science, loin d'être uniquement source de méfiance, elle peut déployer du soin. Également, ces biologistes qui sélectionnent les embryons tous les jours, elles en prennent soin aussi de ces embryons, mais que la science peut aussi être le socle de l'éthique, puisque c'est le fondement même des réflexions éthiques en Grande-Bretagne. Et pour revenir une seconde sur le cas indien, la science peut déployer du soin, si on revient à la question de la transparence. Avoir un discours scientifique, ça peut être prendre soin de la patientèle en ne lui racontant pas des choses fausses pour masquer des pratiques d'échange de sperme frauduleuses. Par ailleurs, penser la bioéthique à partir de la notion d'attention, c'est aussi se soucier des personnes qui font et science et famille aujourd'hui. Et l'embryon, comme ce vecteur pour penser le lien entre les générations, permet de penser, oui, la matérialité des embryons et la grossesse et les cellules de la gamétogenèse qui arrivent à 2 semaines dans l'embryon. Mais cet embryon, moi, il me permet aussi de penser à ces scientifiques qui essayent de faire famille actuellement et qui cherchent à inventer les générations à venir. Et donc je voudrais ici tout particulièrement remercier cette petite fille. Je reprends la photo qui fait la tête assez fort parce que sa maman est précaire et j'espère que sa maman va lui raconter que c'est sa grand-mère qui a écrit ce panneau « Ma mère est précaire » et qu'elle-même pourra porter pour elle et pour les générations suivantes une bioéthique attentive. Voilà. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Anne, qui a des commentaires à faire. Merci beaucoup, Noémie. Donc oui, j'ai des questions, beaucoup de... beaucoup d'idées qui me sont venues avec cette présentation très inspirante. Et puis après, on passera dans la salle si vous avez des questions également. Donc, tu nous as fait faire un grand voyage à la fois entre différentes formes du vivant, de l'embryon aux enfants, aux adultes, aux cellules, dans le temps, avec l'histoire de la bioéthique, un processus qui est récent en fait, vraiment qui a 50 ans, qui a déjà pas mal changé, qui est en train de changer par le travail que tu fais, que d'autres font, par ce qu'un certain nombre de personnes et de communautés essaient de pousser pour faire advenir des normes plus justes. Un voyage aussi dans le monde interculturel, quand en fait on fait très peu. Les praticiens de la bioéthique ou les gens qui réfléchissent aux normes, finalement, on est en général dans une perspective très autocentrée, enfin autocentrée au sens ethnocentrée plutôt, alors qu'il ne s'agit pas seulement de comparer, mais vraiment de comprendre comment ça se forme aussi dans notre pays. Donc vraiment, merci pour ce voyage que tu nous as proposé, à la fois très riche et très cohérent. Enfin, vraiment, ça fait complètement sens. Et on a parlé donc aujourd'hui des débuts de vie, des questions qui se posent, mais évidemment dans le contexte aujourd'hui des discussions à l'Assemblée nationale sur la fin de vie.
Peut-être qu'on pourra essayer de discuter de ça aussi, de comment ça, qu'est-ce qu'on peut, non pas de résoudre le problème de la loi actuellement posée, mais de voir que ces questions-là, en fait, elles ne sont pas, et la manière d'aborder les questions éthiques, bioéthiques, elles traversent un grand nombre de domaines et ne sont pas spécifiques à chacune des questions. Alors, donc un point que je trouve vraiment intéressant avec l'approche que tu proposes par l'attention, c'est que ça montre que passer par les principes qui ont apporté énormément de choses et de structures à ces réflexions sur la bioéthique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le problème avec les principes, c'est pas seulement une question d'applicabilité. Donc, c'est pas seulement comment on appliquerait des principes universels à des contextes différents où ça colle pas complètement, le cadre est pas le même. C'est en fait quand on commence à regarder les différents contextes d'élaboration culturelle des normes éthiques, on voit qu'elles se forment vraiment différemment. Et donc, tu nous permets de revenir vraiment en deçà de la question même de l'applicabilité. Alors, une première question peut-être que j'avais envie de te poser. Donc, tu as montré que l'attention, ça peut servir de principe méthodologique aux observateurs de la bioéthique et aux praticiens de la bioéthique. Et tu as suggéré aussi aux gens qui sont impliqués par les questions qui se posent. Donc, par exemple, si on revient au cas des sélections des embryons dans un processus de procréation. On a plein de gens qui sont impliqués, les biologistes dont tu as parlé, mais aussi les gens qui veulent essayer de devenir parents, peut-être les gens qui sont donneurs de gamètes, les enfants eux-mêmes qui vont être nés de ces dons. Donc, plein de personnes qui sont très directement impliquées. Quelle forme prend l'attention dans leur cas? Est-ce que c'est une attention aux autres, à eux-mêmes, aux questions posées? Est-ce que tu peux peut-être expliciter un peu qu'est-ce que ça a signifié pour toi? Oh bah oui, je te réponds. Merci beaucoup, Anne. Je suis ravie que tu aies trouvé ça clair parce que ça veut dire que j'ai à peu près réussi l'exercice. Donc oui, c'est un principe méthodologique qui permet d'introduire de la vie quotidienne, hein, tout simplement. Mais on a bien vu que la vie quotidienne, parfois et quand même, et même souvent, ancrée et façonnée par la grande histoire aussi. Hein, et donc, ce principe méthodologique pour pouvoir penser des situations plus ou moins inédites, quelle forme ça prend selon les différentes personnes? Alors effectivement, moi, ma première, comment dire, le premier destinataire, on va dire, de ce récit-là, c'était probablement la bioéthique institutionnelle. Donc les personnes qui sont dans les comités, avec bien évidemment l'idée que il faudrait plus d'anthropologues dans les comités de bioéthique, évidemment. Mais c'est très juste ce que tu dis pour les autres. Voilà, qu'est-ce qu'un principe comme celui-ci peut leur apporter, hein, parce que les grands principes, les autres grands principes, je les remets pour qu'on les ait sous les yeux. Sont pensés aussi hein, pour pouvoir apporter des choses à toutes ces personnes impliquées. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Le respect de l'autonomie de la personne, de la bienfaisance, de la non-malfaisance et de la justice. Donc, qu'est-ce que le principe de l'attention pourrait apporter de plus à ces personnes que ces quatre grands principes? Alors, peut-être tout simplement un outil auquel se référer pour commencer à penser le fait qu'on ne se reconnaît pas, justement,
dans les grands principes qui sont proposés par les comités. Parce que tout d'un coup, on se dit qu'avec un principe de l'attention, bien, ça veut dire que si j'observe ce qui se passe dans mon cas précis, j'ai cet outil qui me dit que il y a quelque chose de valide qui va pouvoir s'en sortir. C'est pas juste mon expérience personnelle. Donc ça, pour les parents, les donneurs, les enfants, ça peut être extrêmement fort. Et ce principe de l'attention, d'une certaine manière, sans avoir été nommé comme ça, il a déjà été convoqué à plusieurs reprises. Si je pense par exemple au Kermavezelen, qui sont des enfants qui sont nés de dons anonymes, dons de gamètes anonymes en France, et qui ont fondé l'association Procréation médicalement anonyme, ont écrit des livres, se sont énormément mobilisés lors de la révision des lois de bioéthique qui a donné lieu justement à la levée de l'anonymat. Qu'est-ce qui s'est passé autour de cette association? Faites attention à nous. Faites attention à ce qu'on a à dire. Pensez avec nous et peut-être aussi pensez pour nous. Et cette parole, elle a été portée à travers une mobilisation politique. Mais en réalité, qu'est-ce qui était en jeu là? C'était une bioéthique de l'attention. Peut-être la nommer, cette bioéthique de l'attention, ça veut dire que les générations d'après, pour revenir aux générations, pourront aussi s'y référer en disant, bon, en fait, c'est un mécanisme qui existe, c'est un mécanisme qui est légitime, parce qu'il est nommé, et c'est un mécanisme qui peut marcher. Donc je le verrai davantage comme ça, c'est pouvoir embrasser sa différence par rapport aux grands principes et la légitimer comme étant un mouvement qui est valide dans la réflexion bioéthique et pas, même si c'est extrêmement important, mais pas être uniquement dans une position contestataire, de lutte, mais aussi se dire ça fait partie de la bioéthique en fait, et c'est légitime et c'est ok, on ne doit pas être à la marge en train d'être dans des manifestations en fait. Voilà, pour les biologistes, cette bioéthique de l'attention, alors moi je la convoquerais autour du fait de les replacer dans leur contexte à elles et eux. Parce que je ne me suis pas tellement arrêtée là-dessus, mais le propre de la science biologique et de la science en général, c'est de porter une forme d'universalisme. C'est-à-dire qu'on soit en France, en Inde, en Grande-Bretagne, on fait à peu près la même embryologie. Ce qui fait que parfois, les jugements qu'on va avoir lors de notre pratique biologique, qui ne relèvent pas forcément de la biologie, mais qui sont tellement collés à ces pratiques-là, on peut se dire que ça fait partie de la science, c'est comme ça. Introduire une bioéthique de l'attention en leur disant, bon, vous voyez, vous avez des biologistes avec qui vous pouvez parfaitement bien discuter de vos sélections d'embryons, mais par contre, la sélection d'embryons n'a absolument pas le même sens. Et là, c'est peut-être aussi leur offrir l'opportunité de se donner un espace pour déconstruire ses propres représentations. Et se dire que peut-être, moi je me souviens qu'il y avait cette discussion-là dans la clinique de fertilité où on ne parle pas de qualité embryonnaire parce que personne humaine potentielle, parce que de certaines personnes issues de la patientèle qui disaient mais moi j'ai envie de savoir si mes embryons, ils ont assez de cellules, s'ils n'ont pas assez de cellules, parce que c'est comme ça que moi, je fais en sorte de pouvoir me projeter dans ce transfert d'embryons. Parce que moi, j'aime savoir les chances que j'ai, parce que pour moi, convoquer la rationalité scientifique, ça fait partie de mon projet parental. Et du fait de ce cadre extrêmement fort dans cet hôpital, on ne leur dit pas. Donc, peut-être offrir à ces biologistes l'exemple de la collègue indienne qui va dire combien de cellules là, que vraiment il n'y a pas beaucoup de chances que ça s'implante, voilà, et que c'est légitime et que ça peut même être valorisé. Ça va peut-être les faire réfléchir sur la demande de la patientèle. Alors après, je dis pas qu'il faut dire tout le temps, mais peut-être que tout d'un coup on peut se dire tiens, mais je vais avoir des patientes qui ont envie, d'autres qui n'ont pas envie. Donc plutôt que d'avoir ce principe a priori que c'est pas bien de parler de science aux patientes et aux patients, se dire en fait peut-être dans un cas c'est ok, peut-être dans l'autre ça l'est pas. Donc là voilà, ça pourrait être un autre exemple. Il me semble que j'ai répondu à ta question.
je pense que tu as tout à fait raison. Et un point intéressant aussi avec l'attention, c'est la double dimension à la fois de focaliser le regard sur quelque chose qui est invisible, ou parce que soit c'est à la marge, soit c'est noyé dans le reste, et la dimension morale du concept, dont tu as parlé également vers la fin, quand tu parlais aussi de la situation sociale en Angleterre, où tu as fait des observations dans le laboratoire, où en fait le laboratoire est lié aux manifestations qui se déroulent autour par plein de manières, par la vie qui s'y passe également. Et donc il y a faire attention, c'est aussi honorer une responsabilité morale qu'on a par rapport à l'objet de l'attention, que ce soit une personne ou une cellule ou un embryon qui n'est pas forcément une personne potentielle, qui peut être autre chose, c'est établir une relation qui a une dimension donc à la fois perceptive et morale. Bon, c'était peut-être plus un commentaire qu'une question. Et j'ai une autre question par rapport aux deux cas que tu nous as présentés, donc les travaux, les manipulations, enfin les pratiques biologiques autour de l'embryon dans le cadre de la procréation et dans le cadre de la recherche scientifique. Donc ça, c'est un premier cas. Et le deuxième cas, celui de la gamétogenèse in vitro. Donc là, on a deux cas qui sont dans une généalogie très forte, comme tu l'as très bien montré, mais qui sont aussi très différents sur le plan de la bioéthique, puisqu'il y en a un qui est réel aujourd'hui, avec des pratiques qui se passent aujourd'hui, plein de questions qui se posent, plein d'acteurs qui entrent en discussion, comme tu l'as montré aussi dans tes travaux, évidemment, Séverine. Et puis la gamétogenèse in vitro, qui est quelque chose de beaucoup plus prospectif, puisqu'aujourd'hui, en fait, il y a eu des succès expérimentaux, mais aussi presque anecdotaux chez les souris. Et avec les cellules humaines, en fait, on ne sait pas produire des gamètes in vitro aujourd'hui. On sait les étudier jusqu'à un certain point de développement. Mais la gamétogenèse in vitro pose et suscite beaucoup d'intérêt et pose plein de questions déjà éthiques. D'abord en termes de recherche. Qu'est-ce que les biologistes ont le droit de faire ou ne pas faire? Quel type d'expérience ils ont le droit de penser, d'imaginer ou pas? Et puis en termes d'application possible, si ça devenait possible, en ce cas, comment est-ce qu'on devrait, quel type de cadre bioéthique on devrait développer pour que ce soit une technologie qui soit utilisée de manière juste, qui prenne une forme juste en fait au moment où elle est développée. Donc, dans les deux cas, on a des questions éthiques très importantes, très pertinentes qui se posent, mais qui prennent une forme par définition différente du fait de leur temporalité. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la différence de forme que peut prendre l'attention dans ces deux cas, et peut-être aussi le différent type d'enseignement ou d'outils qu'elle peut représenter dans les deux cas? Gros morceau, merci. Alors, je voudrais quand même d'abord souligner que ces réflexions-là, parce que ça va être un joli moment qui va se passer là. Là, je vous ai raconté des choses que j'ai réalisées, de pratiques qui existent depuis longtemps. Mais il faut savoir que donc, la gamétogenèse in vitro, elle est en pleine invention, et la bioéthique de la gamétogenèse in vitro est en pleine invention. Que Anne et moi sommes, il faut le dire parce que c'est le cas, les deux seules personnes au monde qui travaillent à partir d'études qualitatives, empiriques, in situ, et un angle bioéthique. Je dis une bêtise? À notre connaissance. Ouais, très bien. À notre connaissance. Non, oui, bien sûr, mais tu as entièrement raison. C'est important. Et que un de nos fers comment dire, j'aime pas ce vocabulaire-là, mais ce qui nous semble aussi important, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir contribuer à la bioéthique de la gamétogenèse. Donc là, la réponse que je vais vous donner a une dimension inédite parce qu'on est en train de le faire là aujourd'hui en fait. Donc vous allez avoir là en face de vous, grâce à la question d'Anne et les commentaires que je vais avoir derrière, je l'espère, la fabrication d'une réflexion bioéthique en acte, parce que
Ça n'a pas existé avant. Donc voilà, je voulais quand même le dire parce que c'est pas un moment anodin. Alors peut-être pour notre audience, parce qu'on parle de choses extrêmement techniques là, hein, ce à quoi fait référence Anne quand elle parle de la dimension projective de la gamétogenèse in vitro, c'est l'idée, à partir du fait que ça marche chez la souris, que peut-être un jour ça pourrait marcher chez l'humain. Et donc qu'est-ce que ça signifie concrètement faire des gamètes en laboratoire pour se reproduire dans le cas humain? Eh bien, ça veut dire, là c'est une autre technologie dont j'ai pas parlé, mais en 2 mots, en fait, on prend des cellules du corps, par exemple des cellules de la peau. On les reprogramme en cellules embryonnaires. À partir de là, on les différencie vers une lignée germinale. Et puis, on fait des spermatozoïdes ou des ovocytes. Après, cofertilisation. Et voilà, vous avez un embryon et peut-être un bébé. Donc, vous avez fait un bébé avec votre peau. Voilà. Il faut savoir aussi que avant la différenciation en spermatozoïdes ou en ovocytes, les gamètes sont bipotentes, dimorphisme. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, prendre de la peau de quelqu'un qui va être dit mâle au niveau biologique, c'est-à-dire XY, et aller faire un ovule. Prendre de la peau, on n'y arrive pas, mais peut-être un jour ça va marcher, d'une personne dite femelle au niveau biologique XX et aller faire un spermatozoïde. C'est plus compliqué à faire parce que le codage génétique pour faire la forme du spermatozoïde est sur le Y. Donc, plus difficile. Mais en tout cas, faire des ovocytes avec de la peau mâle, ça marche, c'est la souris. Voilà, c'est ce que j'appelle la transsexuation de la gamétogenèse. Donc ça veut dire théoriquement qu'on peut tout à fait imaginer que deux hommes, au sens biologique du terme, pourraient faire un enfant ensemble si tant est qu'une personne veuille bien porter leur fœtus. Ça veut dire aussi que vous pourriez avoir dépassé l'âge de la ménopause et faire un enfant avec votre matériel génétique. Ça veut dire aussi, si on peut faire de la transsexuation, que vous pourriez faire un enfant avec vous-même. Ça veut dire aussi qu'une personne qui serait stérilisée à la suite d'une chimiothérapie pourrait éventuellement procréer. Une personne stérilisée de force pourrait éventuellement procréer aussi. Donc il y a énormément d'exemples, j'en oublie probablement, mais enfin là je crois que je vous ai quand même donné les plus notables. Donc vous voyez comment dire? Oui, voilà, le panorama procréatif qui est envisagé avec l'existence de la gamétogenèse in vitro, c'est absolument central. Donc il y a beaucoup de réflexions bioéthiques qui existent déjà, où on se dit, ben, si ça marche demain, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Le travail qu'Anne et moi, on poursuit depuis quelques années maintenant, c'est de dire, ça c'est extrêmement important évidemment, parce qu'il faut se préparer, hein, et puis parce qu'on a la possibilité de se préparer, ce qui n'était pas forcément le cas au moment de la fécondation in vitro, où tout le monde est un peu tombé de sa chaise quand on a vu que ça avait marché. Mais cette projection, elle a un défaut, c'est qu'elle est fondée sur l'imagination des personnes qui écrivent, et donc aussi sur leurs principes moraux, aussi logiques est-ce que soit. Et voilà. Et donc l'idée, par exemple, ce que fait Anne dans son travail, c'est de dire, très bien, parlons de la parenté queer et de l'utilisation de la gamétogenèse in vitro par les personnes LGBTQIA+. Mais plutôt que d'en parler de manière abstraite, allons demander aux personnes directement concernées. Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que personne queer, ça vous intéresserait de faire de la gamétogenèse in vitro? À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que vous vous posez comme question si vous l'envisagez? Croyez-le ou non. Voilà, le travail d'Anne, il est pionnier là-dessus. Pour répondre à ta question sur la question de la bioéthique de l'attention par rapport à cette bioéthique prospective de la gamétogenèse in vitro, bah là, pour moi, tu fais de la bioéthique de l'attention. Voilà. Faisons attention à ce que les personnes directement concernées en pensent aujourd'hui. Donc ça pourrait être une première réponse. La question de l'attention pour les expérimentations actuelles,
ça permet pour moi d'ouvrir des débats qui ne sont pas forcément discutés dans la littérature bioéthique actuelle ou alors qui sont survolés. Ou qui font moins couler d'encre, on va dire. Donc, en l'occurrence, ce que j'ai pu moi constater dans le laboratoire de Surani, c'était deux choses, à savoir pour les biologistes, le grand souci éthique, c'est pas tellement de savoir qui va se reproduire comment avec ces gamètes, mais de savoir si ces gamètes vont être suffisamment fonctionnels pour que le fœtus qui se développe soit en bonne santé et la personne enceinte ne prenne pas de risque non plus trop en se développant, et que s'il y a un enfant à naître, qu'il soit également en bonne santé. Donc la question de la sécurité de cette technologie, on le voit dans la littérature en bioéthique, mais c'est moins soulevé quand même. Alors que c'est la première réflexion éthique qui revient immédiatement quand j'en parle aux biologistes. Et ensuite, la mise en avant de thématiques issues de la biologie qui, encore une fois, sont peut-être moins discutées, à partir de l'idée que ces cellules in vitro, ces gamètes in vitro, pourraient permettre d'étudier, par exemple, des maladies, c'est-à-dire ne pas être utilisées dans un cadre reproductif ou procréatif, mais permettre d'étudier des maladies du développement, des maladies de l'héritage génétique ou épigénétique. Et là, les débats éthiques sont extrêmement différents, puisqu'on parle de patients, d'une patientèle différente, on parle d'une médecine différente, et on parle aussi d'une santé avec des débats plus larges qui n'ont rien à voir. Donc, par exemple, le grand débat actuellement, c'est l'environnement et la toxicité de l'environnement, et en quoi la toxicité de l'environnement, les pesticides par exemple, ou la qualité de l'air, peuvent laisser des marques dans les gamètes, marques qui vont être sur le génome, ce qu'on appelle l'épigénétique, et qui peuvent provoquer des malformations, des maladies, et comment ça peut être transmis, encore une fois, d'une génération à l'autre. Et là, donc là, la gamétogenèse in vitro ou les gamètes en laboratoire sont un modèle, ne sortiront jamais du laboratoire pour faire des enfants, mais sont un modèle pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui naissent malades, par exemple. Donc là, les questions éthiques sont complètement différentes. Et ça, c'est très peu discuté. Donc l'attention à l'expérimentation in situ dans le laboratoire permet aussi de faire émerger des débats de bioéthique dont on n'entend pas ou trop peu parler, à mon sens. Voilà, j'étais un peu longue, mais je pense que c'était important de parler de ton travail, Anne. Est-ce que tu voudrais une autre... non, moi, c'était parce que du coup, on est passé un peu à côté, je trouve, de la question de la fin de vie. Et en fait, voilà, du coup, est-ce que tu pourrais apporter... Enfin, comment on pourrait développer cette bioéthique de l'attention à propos... Ouais, Alors là, c'est un exercice encore plus innovant, on va dire, parce que disclaimer, je ne suis pas spécialiste de la fin de vie. Donc ça va être un exercice voilà, prospectif, pour reprendre le vocabulaire qu'on a utilisé. Je vais... alors peut-être quand même quelque chose que je maîtrise plutôt bien, c'est la bioéthique, qui effectivement a une histoire récente. C'est construite, on parle beaucoup de procréation humaine, mais elle s'est aussi construite autour d'une autre grande technologie, une autre grande forme de médecine, qui sont les greffes d'organes. Donc les greffes d'organes, quand une personne décède, dans le cas du rein, ça peut être entre personnes vivantes, comment est-ce qu'on organise, si la personne qui vient de décéder était consentante, l'extraction d'un organe pour qu'il soit ensuite donné à une personne qui en a besoin pour sa survie. Donc, dès le début de la bioéthique, la question de la mort et de la fin de vie a été thématisée. Donc, en ce sens, c'est totalement normal que ça émerge avec
la question de l'euthanasie qui est un tabou qui est en train d'être levé, parce que ça a été un tabou pendant extrêmement longtemps. Et en France, ça donc commence à être discuté, c'est autorisé dans d'autres pays, en Suisse par exemple. Comment ça va se faire voilà, là, je ne peux pas vous donner les grands principes qui sont à l'œuvre actuellement parce que je ne les connais pas suffisamment bien, mais comme ça, à main levée, l'idée que l'euthanasie serait associée à un meurtre, que la mort doit être naturelle, qu'on peut accompagner la fin de vie avec notamment des sédations profondes, mais que le geste de l'étal ne doit pas être réalisé de main d'homme. La question du consentement, est-ce que toute personne est en capacité de dire oui, oui, je souhaite mourir là maintenant. La question du statut du médecin dans tout ça, voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'une bioéthique de l'attention pourrait apporter alors là, c'est très facile de faire l'analogie entre procréation médicalement assistée et fin de vie. Écoutons les personnes concernées, celles et ceux qui souhaitent bénéficier de l'euthanasie. Demandons-nous dans quelle mesure il est moral que ce soit l'État qui décide pour les personnes si elles peuvent se faire euthanasier ou pas. Je n'ai pas de réponse à cette question, mais il y a des exemples de controverses où une personne souhaite se faire euthanasier et où l'État refuse, avec une médiatisation assez importante de ces cas-là. Donc faisons attention à ces cas-là. Allons écouter. Il y a un travail très fouillé d'un collègue de l'Université de Nanterre, l'anthropologue Anthony Stavrianakis, qui a fait donc une monographie du suicide assisté en Suisse. Donc on peut se référer à son travail, faire attention à ce travail pour peut-être nourrir cette réflexion-là. Et puis, si on continue, si effectivement on répète la méthode que j'ai utilisée pour la procréation assistée et la recherche sur les cellules souches à la fin de vie, comment ça se passe ailleurs. Donc effectivement, là, on a ce collègue qui a écrit sur la Suisse, mais il y a très probablement beaucoup d'autres endroits dans le monde où la question de la mort et de la fin de vie est traitée différemment. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Et quels enseignements on peut en tirer dans nos propres réflexions à la française. Et où donc peut-être, une fois de plus, plutôt que d'asséner de grands principes, s'accorder sur le fait que c'est un choix, voilà, et un choix démocratique, et qui donc est soumis au vote, etc. etc. Voilà, ça peut-être la réponse que je pourrais donner, mais j'ai vraiment très envie, Séverine, que tu embrayes sur cette question, parce que je pense que... Non ? Ok, parfait. Non, parce que je ne travaille pas du tout là-dessus, mais c'est... Mais non, mais c'est parce que toi, tu nous as parlé de ton trajet, justement, tu vois. Et donc, du coup, comme ce sont des questions qu'effectivement je me pose en ce moment, cette question de la fin de vie, voilà, en t'écoutant, je me suis dit, mais tiens, comment on peut... Mais forte de ce que tu viens de me dire, je vais approfondir ma réflexion et la prochaine fois, je pourrai vous en parler. Alors, Anne, est-ce que tu aurais encore une question? Parce que sinon, je vois l'heure qui tourne et peut-être... Toi, tu en as encore une? Parce que du coup, oui, c'est ça. Je voulais savoir, est-ce que dans la salle, il y a quelqu'une qui aurait... oui? Déjà, merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Et j'avais une question sur comment, dans des travaux de réglementation, de législation, on peut mettre en place, on peut intégrer cette bioéthique de l'attention, et c'est une question, deux questions dans l'une, et est-ce que les conventions citoyennes sont une solution efficace pour essayer de l'intégrer? Merci beaucoup. Alors, comme je le disais tout à l'heure, voilà, je vais faire un petit peu de promotion pour ma discipline, à savoir que avoir des anthropologues dans les comités d'éthique, c'est très bien. Il y en a, bien évidemment, tout particulièrement en France, mais ce n'est pas forcément le cas partout. Mais aussi, bien évidemment, les conventions citoyennes, c'est une très bonne idée. Après, il y a manière et manière de le faire. Il y a les états généraux de la bioéthique qui sont organisés depuis le... Alors, je ne sais pas
quand les premiers dès les années 90, il y a eu des... Et peut-être pas pour 94. Hein. Ouais, ouais. Les états généraux de la bioéthique qui donc sont construits autour du principe de la Convention citoyenne, mais qui ont par ailleurs été assez critiqués parce que organisés d'une manière très descendante, c'est-à-dire qu'il y a des panels d'experts qui viennent faire des grandes conférences comme aujourd'hui devant des citoyennes et des citoyens, dont certaines sont sélectionnées pour ensuite réfléchir et produire des réflexions. Mais il y a cette valorisation de l'expertise. Et peut-être, au-delà de prêcher pour ma paroisse, dans cette idée de la bioéthique de l'attention, il y a vraiment mobiliser les méthodes de l'anthropologie qui consiste à valoriser la parole de celles et ceux qui... c'est-à-dire que là, en l'occurrence, aujourd'hui, on fait un état général de la bioéthique. On me dit, venez faire une conférence devant un panel de citoyennes et de citoyens. Je ne suis pas sûre que ça m'intéresse. Par contre, organiser une discussion, des ateliers d'écriture où on me pose des questions, ou peut-être, voilà, j'offre des outils pour lancer une réflexion, mais qu'ensuite, moi, mon travail, en fait, ça va peut-être être de prendre des notes plutôt que de parler. Peut-être que ça pourrait être intéressant parce qu'on a une bioéthique très très descendante même dans les états généraux. Il suffit d'aller voir les vidéos qui sont disponibles en ligne. Vous avez aussi le forum de bioéthique de Strasbourg où c'est très clair. Et ça, c'est aussi très franco-français. Parce que la bioéthique peut se faire autrement ailleurs. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas ce genre de grandes choses. Ça va se situer davantage au niveau des institutions. Vous allez avoir des comités de bioéthique. Donc, probablement, en fait, là, en fait, c'est une question politique, hein, d'organisation politique. C'est quels outils démocratiques on mobilise. Je pense qu'en fait, après, le contenu, il se fait tout seul. Mais c'est effectivement quels outils de vie en commun et démocratiques on mobilise et comment la manière dont le pouvoir est pensé au sein de ces outils-là permet d'avoir plus ou moins d'attention à ce que les gens d'aujourd'hui vivent et les questions auxquelles ils se posent. Et ensuite, comment est-ce que ça se traduit dans la loi? Là, encore une fois, un exemple, hein, tout le militantisme. Moi, je ne dis pas que je suis forcément pour la levée de l'anonymat. Hein, donc là, vraiment, je parle vraiment en anthropologue. Mais par contre, ce que je trouve extrêmement puissant dans ce geste qui a été fait par procréation médicalement anonyme, c'est d'être allé faire porter sa voix jusqu'à faire changer la législation. Quand je dis que je parle en tant qu'anthropologue, c'est pas mon rôle de dire si c'est bien ou pas qu'il y ait eu la levée de l'anonymat. Je peux avoir mon opinion personnelle, mais par contre, en tant qu'anthropologue qui va défendre l'idée d'une bioéthique de l'attention, le mécanisme qui a été mis en place par cette association me semble extrêmement porteur, quel que soit le message qui est porté. Parce que voilà, ça démontre qu'on peut aller parler aux politiques et changer les choses. Et là, peut-être à titre personnel, professionnel, moi je trouverais ça plutôt pas mal qu'il faille pas se battre autant pour être écouté, si ce n'est entendu. Moi, j'espère que j'ai répondu. Ouais. Merci. Je crois qu'il faut qu'on arrête, non? Voilà, moi je dirais aussi qu'un des intérêts de cette discussion, c'est que cette discussion elle a été aussi permise par l'attention que vous portez, que nous portons à tous ces phénomènes nouveaux autour de la reproduction depuis plusieurs années. Et je pense que précisément, c'est cette attention qui toi te permet d'élaborer cette idée d'une bioéthique de l'attention, et que la façon peut-être de parvenir à une neutralité axiologique, c'est précisément la multiplicité et la temporalité aussi, parce qu'on voit bien comment les choses elles évoluent en fait, que le quotidien des personnes, que le quotidien des médecins aussi évolue. Voilà, et donc je pense qu'en poursuivant cela et surtout dans la durée, on arrivera sans doute, je l'espère, à faire une anthropologie de l'attention, une bioéthique de l'attention.
Je vous remercie toutes, donc Anne Le Goff, Noémie Merleau-Ponty, et je remercie encore l'IEA et l'auditoire, voilà, de qualité. Merci.